C'est l'histoire d'un ingénieur coincé à bord d'une station spatiale et qui est chargé de la maintenir en état de marche le temps qu'on trouve un moyen de le faire rentrer sur Terre, parce que le pays qu'il a envoyé, lui et son vaisseau, dans l'espace, n'existe plus. Ça ferait un bon pitch pour un film à gros budget, non ? C'est l'histoire vraie de Sergueï Konstantinovitch Krikalev, le cosmonaute qu'on a surnommé le dernier citoyen soviétique et qui est resté près de 10 mois à bord de la station Mir parce qu'il n'y avait plus assez d'argent pour le faire rentrer. D'après Sergueï Krikalev lui-même, il n'avait pas spécialement en tête de devenir cosmonaute. Pour un mec qui fera 6 vols spatiaux sur un total de plus de 800 jours, battant au passage le record de durée de séjour dans l'espace, avec en plus 8 sorties extravéhiculaires sur plus de 41 heures, soit il est très modeste, soit ce mec a raté sa carrière de la manière la plus épique qui soit. Bref, Sergueï est né en 1959 à Leningrad. À 17 ans, il est diplômé du secondaire en tant qu'assistant de laboratoire. 2 ans plus tard, il apprend à piloter à l'aéroclub de Leningrad. Et faut croire que ça lui plaît, parce qu'à 21 ans, il reçoit son diplôme d'ingénieur avec pour spécialité la conception et la production d'avions. Donc bon, vous voyez, c'est pas le dernier des teubés non plus. Or, pendant la préparation de son diplôme, il va mettre, si je puis dire, son premier pied dans l'aérospatiale en faisant un stage chez Energia. Après l'obtention de son diplôme, il va continuer à bosser là-bas dans le développement des procédures des cosmonautes. Dès l'année suivante, il est bombardé ingénieur et ajouté encore 3 ans au compteur et le voilà ingénieur en chef en train de bosser sur les systèmes des stations spatiales Salyut. De par ses compétences sur les systèmes de bord, disons qu'il serait vachement utile sur place. Donc, fin 1985, à 27 ans, il est bombardé candidat au poste de cosmonaute d'essai du département 111 de NPO Energia. Energia qui s'occupe du développement du lanceur de la navette spatiale soviétique, ce qui fait que pendant un temps, Sergueï sera assigné au programme Buran. Alors, je suis pas sûr à 100% de mes traductions russes, mais j'ai vaguement l'impression qu'effectivement, la décision vient pas plus que ça de lui, et qu'on lui a dit, Sergueï, tu vas être cosmonaute. Ce qui corroborerait du coup sa version dans les interviews de lui, où il a l'air de dire qu'il n'avait pas spécialement prévu dans la vie de faire ce job. Epic fail ou epic win du coup ? Bref, le voilà en formation intensive jusqu'à fin 86, où il est nommé cosmonaute d'essai, et le 26 novembre 1988, il s'envole avec Alexander Volkov et le français Jean-Loup Chrétien à bord d'un Soyouz pour une mission de 6 mois à bord de la station Mir. Les plus jeunes d'entre vous n'ont connu que la Station Spatiale Internationale, mais avant l'ISS, le plus gros satellite du monde était russe et s'appelait Mir. Et avant Mir, les Russes avaient les stations Salyut. Les Salyut étaient des stations conçues d'un seul bloc, mises en orbite en une fois et d'une durée de vie relativement courte. Mir, elle, a été conçue pour un service de 5 ans, mais en fera le triple. C'est la première station à avoir été composée de plusieurs modules et elle a détenu le record du plus gros satellite avec ses 125 tonnes avant d'être détrônée par le mastodonte ISS et ses 420 tonnes. L'ISS, bien que d'apparence bordélique, est quand même propre et spacieuse. Mais Mir, surtout avant la mise en orbite de ses derniers modules, ressemblait à ça. Ou ça. Ou encore ça. Donc les claustrophobes qui angoissent en voyant des images de l'ISS, relativisez. Bref, notre cher Sergueï s'envole pour 6 mois à bord de Mir. Mais en parallèle, il faut qu'on parle de la situation en URSS. En effet, le pays est exsangue. Des décennies d'une gestion par des vieux croulants, une compétition incessante avec les États-Unis et finalement la catastrophe de Tchernobyl sont venus à bout de l'économie des républiques socialistes soviétiques. De plus en plus de républiques de l'Union réclament leur indépendance. Et le programme spatial lui aussi en paye la note. Alors que Krikalev, Polyakov et Volkov sont à bord, le décollage de la relève est retardé faute de budget. Les 3 cosmonautes reçoivent alors pour tâche de préparer la station pour qu'elle se maintienne toute seule pour un vol inhabité et rentrent en avril 1989. En septembre, un nouvel équipage retrouve le bord de Mir. Peu de temps après, Sergueï commence à s'entraîner pour son prochain vol qui doit décoller le 19 mai 1991. 1991. En URSS. Bref, Sergueï est l'ingénieur de la mission, tandis qu'Anatoly Artsebarsky en est le commandant.
Cette mission comporte une première, la première femme à bord de la station, qui en plus sera la première britannique, en la personne de l'astronaute Helen Sharman. Sharman retourne sur Terre une semaine plus tard avec le reste des occupants de la station, à l'exception de Sergei et Anatoly qui vont passer l'été à des expériences scientifiques et des tâches d'entretien de la station. Mais en août, les choses se précipitent. Alors que l'Union soviétique devient de plus en plus démocratique, les derniers communistes au pouvoir tentent le tout pour le tout en organisant un coup d'État. Le but, isoler le président de l'URSS Gorbatchev et destituer le nouveau président de la Russie Boris Eltsine, fraîchement élu. À Moscou, les putschistes s'attendent à un soutien populaire et à marcher triomphalement sur le Parlement de la Fédération de Russie, sauf que en fait pas du tout. Eltsine condamne publiquement le coup d'État et des milliers de moscovites viennent défendre le Parlement et le bureau du président. Eltsine prononcera un discours historique devant un tank qui finira de convaincre la plupart de ses opposants. Les forces spéciales aux ordres des putschistes décideront de désobéir et tout ce bordel sera bien entendu relayé à l'étranger, ce qui permettra au reste de la population de se tenir informé, détruisant ce qui pouvait rester de soutien aux communistes. 3 jours après le début de la tentative de coup d'État, Gorby dissout le parti communiste et toutes ses ramifications avant de démissionner. L'Ukraine proclame son indépendance, suivie par 10 autres républiques dans les semaines qui suivent. La conséquence immédiate pour Sergei et Anatoly, c'est de gros problèmes de communication. En effet, pour que les signaux de mire soient relayés tout autour du globe, des vaisseaux soviétiques étaient stationnés dans tous les océans. Vaisseaux soviétiques militaires qui ont été rappelés dans leur port quand le bordel a commencé. Mais ne pouvoir communiquer que quand ils étaient au-dessus du bon hémisphère n'était pas le plus gros de leurs problèmes. En fait, Sergei et Anatoly étaient surtout préoccupés par leur famille restée en bas. Avoir des proches dans un pays qui s'effondre, c'est pas ouf. Mais très vite, ils vont se rendre compte que la chute de l'URSS va avoir des répercussions bien concrètes sur eux aussi. Après un peu d'histoire, faisons un peu de géographie. Ça, c'est l'URSS, et la région la plus au sud, c'est le Kazakhstan. Et au sud du Kazakhstan se trouve le cosmodrome de Baïkonour. Pourquoi à cet endroit-là ? Parce que quand vous voulez envoyer un truc dans l'espace, vous avez besoin d'atteindre une vitesse de près de 8 km par seconde. Et sur Terre, il existe un phénomène qu'on appelle l'effet de fronde. Plus vous vous trouvez près de l'équateur, plus vous tournez vite. Et comme à l'équateur, vous tapez du 1600 km/h ou du 0,4 km/s, mine de rien, c'est bon à prendre. Et c'est pour bénéficier de cet effet de fronde que les lancements se font dans le sens de rotation de la Terre, et c'est aussi pour ça que le centre spatial américain est en Floride, le centre français en Guyane, et le russe au Kazakhstan. Parce que c'est le plus près possible de l'équateur. Sauf que maintenant, le Kazakhstan, c'est plus en URSS. C'est un pays indépendant, mais aussi pauvre. Et le Kazakhstan n'a pas les moyens d'avoir un programme spatial à lui tout seul. Quant à la Russie, elle a d'autres problèmes à gérer. Et c'est là que ça va commencer à se compliquer pour Sergei. Sur les 2 vols à destination de Mir prévus dans l'année, l'un est annulé et le suivant n'arrivera qu'en octobre. Sergei et Anatoly doivent donc rester seuls à bord pendant 3 mois et effectuer la maintenance de la station jusqu'à la fin prévue de leur mission en octobre. Mais le Kazakhstan, maintenant indépendant, accepte d'héberger le programme spatial russe. Mais pas gratuitement, et surtout, les Kazakhs doivent voler aussi. Parce qu'après tout, maintenant, c'est aussi leur programme spatial. Donc c'est la diplomatie qui va encore compliquer les choses. La Russie n'a plus les moyens de financer son programme spatial et les Kazakhs veulent voler aussi. Donc pour que le Soyouz décolle en octobre, sur 3 places, la Russie doit vendre un siège à bord à l'ESA et garder une place pour un astronaute kazakh. Sauf que l'astronaute autrichien est censé redescendre la semaine suivante et le Kazakh, il fait un vol diplomatique, mais il n'a pas été formé pour une mission de longue durée, donc il doit redescendre lui aussi. Il ne reste donc qu'un seul siège à bord, et entre Anatoly et Sergei, l'un des deux doit redescendre. Or, le pilote, c'est Anatoly. Bon, ça s'est pas décidé au dernier moment, Dès juillet, Sergei savait que sa mission risquait de se prolonger. Mais de combien de temps, ça il n'en savait rien. En octobre, ce n'est donc pas un soviétique, mais un russe qui les rejoint avec ses 2 passagers. Et une semaine plus tard, le Soyouz se désarime, emportant Anatoly, Alexandre Volkov restant avec lui pour le reste de la mission. Mais Sergei n'a pas été préparé spécifiquement pour celle-ci, ni du point de vue de la mission en elle-même, ni psychologiquement, et encore moins physiquement. En effet, je vous rappelle que Mir est un labyrinthe exigu, sombre, sentant la moisissure et l'ammoniac qui s'échappent des systèmes de refroidissement, et surtout, la station est carrément moins bien conçue que l'ISS ne l'est aujourd'hui. En plus, Mir n'est pas dans la configuration qu'on a l'habitude de voir sur les photos, et qui date du milieu des années 90. En effet, à ce moment-là, les modules Spectre et Priroda sont encore en développement. D'ailleurs, avec le bordel en route au sol,
Ils risquent même de ne jamais décoller. Bon, en fait si, ils finiront par décoller, mais bien plus tard, et donc pour Sergueï, Mir est bel et bien une boîte de conserve. Sergueï n'était pas préparé pour un vol d'une aussi longue durée et les conséquences sur son organisme étaient inconnues. Mir n'était pas aussi bien blindé contre les radiations et ne permettait pas la même pratique sportive que l'ISS. Atrophie musculaire, irradiation, perte d'immunité, ostéoporose, ça risquait d'être rock'n'roll dans les mois qui allaient suivre. Seul ingénieur à bord, il était le seul capable d'organiser et d'opérer la maintenance de la station. Un autre vol à destination de Mir est annulé début d'année et il faudra attendre le décollage du 15 mars 1992 pour que Sergueï ait enfin un billet retour. L'Allemagne payera 24 millions de dollars pour envoyer son ingénieur Klaus Dietrich Flade à bord, permettant la tenue du vol. C'est avec lui et Volkov que Sergueï reviendra finalement sur Terre le 25 mars, après une mission 2 fois plus longue que prévu. Quand on l'a extrait de la capsule Soyouz dans le désert kazakh, il n'était plus que l'ombre de lui-même. Pâle, amaigri, en sueur et luttant contre la pesanteur, il portait encore sur sa combinaison le drapeau de l'URSS. Sa ville natale ne s'appelait plus Leningrad mais Saint-Pétersbourg, et ses papiers d'identité ne valaient plus rien. Bon, il n'est pas resté bloqué à la douane pour autant, hein. Quant à son salaire mensuel de 600 roubles, qui était une très belle somme à son départ, c'était maintenant la moitié du salaire d'un chauffeur de bus. Pour avoir maintenu Mir à flot, il se verra décerner le titre de héros de Russie. Bon, par contre, à ce stade de l'histoire, je me dois de nuancer pas mal de choses qu'on peut lire sur internet. Lors de mes recherches, je suis tombé sur pas mal d'articles qui ont pas mal grossi les faits. À aucun moment, Sergueï n'a été abandonné dans l'espace, ni n'est resté seul à bord. De même, on peut lire par-ci par-là que s'il voulait rentrer, il lui suffisait de monter à bord de la capsule de sauvetage Raduga, mais que ça signifiait abandonner la station Mir, que le gouvernement voulait absolument préserver pour la vendre, et qu'il devait donc rester à bord d'une station vieillissante en attendant qu'elle trouve un acheteur. C'est pas vrai. En 1991, Mir arrive tout juste à la fin de sa durée de service prévue. Elle souffrait certes quelques petits problèmes, mais c'était encore rien par rapport à ce qui se passera dans la décennie suivante et qui lui donnera une réputation de poubelle spatiale. Je vous signale que l'ISS est, elle aussi, largement en train d'emplafonner sa durée de service prévue. Il n'était ni seul, ni abandonné non plus. Comme vous avez pu le voir, les cosmonautes étaient toujours au minimum 2 à bord. Là où c'était moche pour Sergueï, c'est que pour rentrer, il n'y avait pas de place pour lui. Et pendant toute la durée de sa mission, le ravitaillement, bien que compliqué lui aussi, a été maintenu, et lui, Anatoly et Alexandre recevaient bouffe, oxygène et carburant. De même, la vente de Mir a bien été évoquée, mais sans plus. Le moment où la possibilité de vendre la station deviendra bien réelle, c'est à la fin de sa vie, quand il était question de prolonger encore son service. Mais Mir ne trouva pas d'acheteur et plongea dans le Pacifique en mars 2001, soit 10 ans après le retour de Sergueï Krikalev sur Terre. D'ailleurs, attendez, parce que l'histoire ne se termine pas là. En 1992, la nouvelle agence Roscosmos est formée sur les cendres du programme spatial soviétique. Eltsine et Bush-père annoncent la mise en place du programme Shuttle Mir afin de lancer les 2 modules restants, et la NASA annonce qu'elle va filer une place à un cosmonaute à bord de sa navette pour le vol STS-60. Et c'est ainsi qu'en 1994, Krikalev retournera dans l'espace à bord de Discovery, devenant le premier cosmonaute à voler dans cet engin. Il remettra le couvert en 1998 à bord d'Endeavour pour la mission STS-88 qui assemblera les 2 premiers modules de l'ISS qui ressemblaient alors à ça. Sergueï sera le premier homme à entrer à bord de la toute nouvelle ISS. En 2000, il remet encore une fois ça à bord d'un Soyouz et fera partie de l'expédition 1, c'est-à-dire du premier équipage destiné à séjourner à bord de la station. Il y retournera encore une fois en 2005 dans le cadre de l'expédition 11 où il aura le poste de commandant de l'ISS. Au bout de ces 6 missions, Sergueï Krikalev aura cumulé 803 jours, 9 heures et 39 minutes dans l'espace, dont 41 heures et 26 minutes d'activité extravéhiculaire. Ce record ne sera battu qu'en 2015 par Gennady Padalka et ses 879 jours en orbite. En 2007, Sergueï devient le vice-président de RKK Energia, puis 2 ans plus tard, directeur de la Cité des Étoiles à Moscou, le centre d'entraînement des astronautes. Il est toujours actif aujourd'hui. Pas mal pour quelqu'un qui voulait pas spécialement devenir astronaute. Vous imaginez s'il avait pas spécialement voulu devenir empereur de l'univers ? Bref, voici les détails de l'histoire de Sergueï Konstantinovitch Krikalev, l'ingénieur coincé à bord d'une station spatiale, chargé de la maintenir en état de marche, le temps qu'on trouve un moyen de le faire rentrer sur Terre,
parce que le pays qui l'a envoyé, lui et son vaisseau, dans l'espace, n'existe plus. Levez les yeux au ciel, soyez astronogeek, et à la revoyure.